Voilà, là on est bon. Je vérifie juste notre liste d'invités qui arrive doucement. C'est impeccable. Bonjour à toutes celles et ceux qui ont gesticulé dans le chat. Le principe, ça va être le même que d'habitude, pardon, sur les formations, sur les conférences qu'on fait. Pensez à couper vos micros pour éviter d'avoir du bruit parasite de fond. Euh, Nous, on va faire le ping-pong en parlant entre nous et on va avoir une séquence de questions qui va être ouverte assez vite d'ailleurs pour vous permettre de rebondir sur tout ça, de questionner les personnes sur leur expérience, de vous permettre à vous aussi de dire bah, moi j'ai prévu de faire comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc, euh, salons internationaux, Gamescom spécifiquement qui arrive à la fin du mois d'août cette année. Une particularité cette année, ça fait 2 ans qu'on a un stand Push-Start et malheureusement, pour des raisons de finances publiques et de calendrier de validation de finances publiques, cette année, Push-Start n'a pas eu les éléments nécessaires dans des conditions nécessaires pour valider la tenue d'un stand à nos frais, au risque de mettre en danger l'association. Donc, on n'a pas pris ce risque cette année. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de stand push-start comme les 2 années précédentes, ce qui veut dire que c'est un peu plus la pagaille en termes d'agrégat collectif de l'Occitanie sur place. Mais c'est pas grave, on a du monde sur place, on les aura identifiés, on va vous permettre aussi de faire du lien après, pendant l'événement, avec un canal WhatsApp qu'on va garder comme l'an dernier, etc. Nous, on y sera aussi à travers votre humble serviteur qui monte sur place pour du 25 au 28. Et l'objectif, c'est de vous servir au besoin de relais, de guidage, de facilitateur de mise en relation, des choses de cet ordre. Le salon en lui-même, c'est le second plus gros du monde, après China Joy, qui a un format très particulier, vraiment orienté Chine. Donc, c'est vraiment un salon qui est un incontournable. Il se trouve en Europe, il se trouve pas si loin de chez nous. Donc, c'est quand même plus sympa, plus pratique que d'aller à la GDC à San Francisco. Et c'est une opportunité très intéressante de croiser des financeurs du monde entier ou des partenaires ou des acteurs très variés. C'est un salon qui a une particularité aussi, c'est qu'il mélange B2B et B2C, ce qui fait que vous démarrez avec que des gens du métier qui cherchent des financements ou qui cherchent des jeux édités ou qui veulent présenter des services sur les 2 premiers jours, je crois. Et après, il y a une ouverture au public. Et là, par contre, il y a un jour où il y a un chevauchement entre l'ouverture au public, grand public, et l'activité business qui sera encore active. Le week-end, ça sert à rien. Samedi, dimanche, vous n'aurez pas d'activité parce que les gens sont tous rentrés chez eux pour ceux qui étaient venus pour du boulot. Par contre, si vous voulez profiter de la partie B2B avec les stands, les boutiques, les animations, etc., c'est très intéressant. Ça parle beaucoup allemand et ça sent la saucisse. Mais ça, je vous laisserai apprécier ou pas le sujet. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Les gens qui ont pris des passes, normalement, qui les ont validés, vous avez reçu des vouchers pour également passer les transports publics. Ça, c'est plutôt bien fait. Ça vous permet de rallier le centre de congrès facilement. Et ceux qui ne les ont pas encore validés, vous savez que ça existe. Ceux qui n'ont pas encore pris leur passe pro, faut quand même se bouger. Ceux qui n'ont pas encore pris leur logement, bon courage, c'est extrêmement cher. Ça a doublé en un an, en fait. C'est absolument stupéfiant. Et voilà ce que je peux vous dire sur ce salon spécifiquement. On a Fabien qui vient d'arriver. Donc, je vais m'arrêter là dans le pia-pia. Je vais passer la main donc à William qui va pouvoir se présenter et parler de son Rex sur le côté, de son retour d'expérience sur le côté sourcing éditeur. Et ensuite, Fabien qui viendra nous parler de façon générale de ça fait quoi d'être un studio sur un salon international. Merci à vous, messieurs. Je me tais un moment et je vous laisse prendre le relais. Mais de rien. Merci à toi. Je commence du coup? Eh ben, je commence. Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est William, et en gros, j'ai créé Sourcing is the Rain pour aider les gens à faire des meilleurs jeux, meilleurs pitchs et à mieux présenter, à avoir un peu de munitions devant les éditeurs et les financeurs, etc. Avant, j'étais Game Scout à Plugin, pour ceux qui savent, et avant, j'étais journaliste. C'est ma 10e, ça va être ma 10e ou 11e Gamescom, je crois. Non, 9e ou 10e Gamescom, et je l'ai fait un peu sur tous les plans. Je l'ai fait côté journaliste au début, après j'ai aidé 2-3 studios et accompagné, et après je l'ai fait en édition, et maintenant je la fais clairement en soit recherche de projet, soit donc scout pur, soit je représente des jeux et j'essaie de convaincre les copains éditeurs, parce qu'on se connaît bien maintenant, voilà, de signer. Et en fait, il y a un truc un peu particulier qui se passe cette année, c'est que la Gamescom devient l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros événement jeux vidéo
pour les développeurs, en tout cas en Europe, et un peu tout ce qui est américain, etc. Parce que la GDC s'écroule un peu tous les ans, parce que l'Amérique. Donc c'est pour ça aussi que ça double, c'est pour ça que ça devient très très cher. C'est déjà très cher avant, mais là, ça devient fou. Et surtout, ce qui est intéressant avec la Gamescom, c'est que vous avez normalement tous les éditeurs sur place, à part certains et encore éditeurs asiatiques ou tout petits éditeurs qui viennent de démarrer, vous avez tout le monde. Donc c'est vraiment une opportunité folle. Comme c'est une opportunité folle, ben du coup aussi ils n'ont pas de planning, ils n'ont pas 48 heures dans la journée. Donc du coup c'est très dur aussi, de plus en plus dur d'avoir un rendez-vous, alors que il y a 5 ans c'était encore plutôt pas facile, mais en tout cas beaucoup plus, on pouvait avoir beaucoup plus d'espoir de voir pas mal d'éditeurs. Là maintenant, vous avez déjà sûrement le cas sur un Meet to Match ou même un agenda perso. Vous avez demandé un rendez-vous et vous attendez toujours confirmation alors qu'on est à un mois du show. Spoiler, et des fois, la confirmation, vous l'avez que le jour même. Et même l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que des fois, la confirmation, elle est annulée le jour même. Donc ça fait mal. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est déjà y aller pour voir des éditeurs, c'est super, voir des gens. Mais il faut surtout, vu le prix que ça coûte, y aller pour plein d'objectifs différents. Le premier, le principal, évidemment, trouver des financeurs, trouver des financements, parler à des gens importants. Mais surtout, deuxième plan, essayer de ramener un vide pour faire jouer un maximum de gens là-bas. Troisième plan, rencontrer un maximum de personnes de plein de services, milieux différents. Parce qu'il y a tellement de gens que avoir un seul objectif, je pense que c'est contre-productif pour vous. Surtout que, comme je vous l'ai dit, encore plus cette année, c'est pas sûr que vous voyez un maximum d'éditeurs. Vous ferez au mieux. Le bon plan, par contre, c'est que les éditeurs, globalement, c'est les Gamescout qui vont à la Gamescom. Et les Gamescout, nous, globalement, on adore donner des feedbacks. Donc, des feedbacks d'éditeurs, c'est hyper précieux. Et si vous avez des rendez-vous, vous allez en avoir. Et si vous n'avez pas de rendez-vous, le dernier plan que je vous dirais, c'est un petit monde. Hein. Donc la Gamescom, c'est très bien rangé. C'est rangé par pays, par région, c'est rangé par importance aussi, en termes de bise. Donc du coup, si demain, vous n'avez pas de rendez-vous avec Raw Fury, par exemple, je prends un exemple, mais que vous voyez où est-ce qu'ils sont sur le stand, peut-être essayer d'être malin. Si vous connaissez quelqu'un qui est en rendez-vous avec eux, peut-être qu'il peut glisser un mot, tout ça, parce qu'il y a toujours des annulations sur le moment. Ça ne coûte rien de demander. Faut pas harceler, faut pas couper les conversations, mais ça ne coûte rien de demander, surtout s'il y a un stand et si vous avez quelqu'un sur le stand qui tient un agenda, demandez. Ok, j'ai pas eu le rendez-vous, mais j'aimerais vraiment les voir. Est-ce que c'est sûr que je peux pas les voir? Ça ne coûte rien. Il faut vraiment ne pas hésiter, juste être courtois. Bref, il y a tout le monde là-bas. Un point aussi pour dire l'importance de la Gamescom, c'était moins le cas avant, mais là ça devient vraiment très important, c'est que la Gamescom, ça sonne un peu la fin de la récré des pitchs pour les éditeurs, puisqu'il y a bien un moment où il faut décider de qu'est-ce qu'on va financer ou quoi. Et moi je dis toujours un peu aux développeurs que le moment le plus important d'envoyer le pitch, c'est entre février-mars, même mars, et la Gamescom. Puisqu'à la Gamescom, on a tellement vu de pitch dans l'année et on vient de se prendre tellement un marasme de pitch, plus on est souvent allé rencontrer les gens dont on avait déjà vu le pitch dans l'année, que la fin de l'année va servir surtout aux prises de décision en fait. Surtout qu'on a les vacances de Noël, on a le fait qu'il y a aussi un côté humain, il y a un reboot pour décembre-janvier qui fait que c'est important de tenir un agenda qui clôture quelque chose. Donc du coup, la Gamescom, ça sonne un peu la fin de la récré niveau pitch, et après, c'est le moment des décisions. C'est évidemment pas 100% le cas, mais c'est quand même très souvent ce qu'on voit. C'est beaucoup plus pratique aussi de prendre des décisions et de se poser l'hiver que de choisir qu'est-ce qu'on prend en été avec toutes les vacances et tout ça. Bref, je dis pas que vous jouez le tout pour le tout à la Gamescom, c'est pas vrai, mais en tout cas, fin Gamescom, il y aura un moment de flottement et c'est tout à fait normal. Et enfin, ce que je dirais aussi, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un à la Gamescom que vous allez signer sur la table. C'est très rare ça n'arrive pratiquement jamais. Il faut compter, je crois qu'il y avait Meg de Team 17 qui avait fait un webinaire pour PushStart qui avait dit la même chose, mais il faut compter entre 4 et 6 mois de prise de décision. Hein. C'est très long une prise de décision. Dans le meilleur des cas, c'est 3 mois. Si vous êtes vraiment pote avec eux, ça peut aller très vite, mais bon, moi je recommande pas trop ça. Mais ouais, vous êtes entre 3 et 6 mois de prise de décision pour votre projet. Donc c'est pour ça que la Gamescom c'est intéressant, mais dans votre agenda, surtout en termes de thunes, enfin surtout de comment vous tenez-vous, dites-vous que ça peut prendre longtemps et que potentiellement vous signez pas, si vous signez, avant janvier, quoi. Voilà pour les bases. Je dirais aussi qu'il ne faut pas oublier que vu le prix de la Gamescom, ça vaut le coup d'y aller aussi pour s'éclater. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a des belles soirées qui se passent. Alors, il y a des soirées, bon, je ne vous les recommande pas, mais il y a aussi des belles soirées de rencontres super avec plein de gens.
Si vous ne connaissez personne, vous avez PushStart. Il y aura François sur place. Moi, je serai sur place aussi. N'hésitez pas à venir nous interrompre en disant où est-ce que je dois aller ce soir, à qui je dois parler, etc. On sera là aussi pour ça. La Gamescom, pour moi, c'est vraiment l'occasion de faire un maximum de rencontres plus que de signer un projet. Mais si vous signez, tant mieux. Et voilà. Et après, pour le reste, je pense qu'il y aura des questions dans tous les cas. Comme ça, je laisse un peu la place à Fabien, qui côté studio, par contre, a plein de choses très différentes à dire, je pense. Fabien, c'est à toi. Ton micro est coupé si jamais. Tac. Coucou. La Gamescom, ça fait très très longtemps que je la fais. Et je me rappelle qu'au début, j'y allais en espérant signer des contrats. Ça, c'était il y a très très longtemps. J'ai jamais signé un contrat. Je pense que j'ai dû commencer même avant que ce soit à Cologne. Je sais plus comment s'appelait la ville où c'était avant. C'était une autre ville d'Allemagne. Enfin bref, j'ai commencé il y a très longtemps. Et donc, ça n'a jamais abouti sur rien de concret, au moins pendant la Gamescom. Donc, on peut se poser la question de pourquoi aller se faire chier dans un endroit où il y a autant de gens, où on mange aussi mal, où c'est aussi désagréable au quotidien parce qu'on se fait bousculer à partir du jeudi après-midi ou du vendredi, ça devient l'enfer, il y a les hordes barbares qui débarquent, enfin, c'est vraiment un endroit, c'est pas sympa. Les hôtels coûtent abominablement cher, tout est blindé tout le temps, la bière est mauvaise, et pourtant je continue à y aller, et chaque année je me demande pourquoi, et la seule raison valable que je trouve, c'est que ça permet de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas avant. Et ça sert essentiellement à ça, parce que comme le disait William, il y a vraiment toute l'industrie qui est là-bas. Oui, c'est Leipzig, c'est ça. Et il y a vraiment toute l'industrie qui est là, et pas que l'industrie française, il y a vraiment l'industrie de à peu près tous les pays. Et en utilisant les copains des copains des copains, sachant que les premiers copains, au moins, vous connaissez Couche-Tard, puisque vous êtes là, vous connaissez déjà pas mal de gens, et qu'il y a un moment qui est magique pendant la Gamescom, c'est les moments où les gens vont du rendez-vous A au rendez-vous B. En général, ils se baladent dans les couloirs, ils vont prendre un café. Et c'est l'endroit où si vous avez un pote à côté qui connaît machin, qui va dire « Ah bah tu connais pas Bidule, bah attends, tiens, je te le présente 5 minutes. » Et autour d'un café, vous pouvez toujours dire 3 mots. Essayez d'avoir une façon concise de vous présenter, de vous dire ce que vous faites, pour que éventuellement vous puissiez ensuite, hors Gamescom, revoir les gens, discuter, envoyer un mail en faisant référence à « Ah, tu te rappelles, je suis le gars avec qui tu avais discuté pendant le café ?» Parce que ça permet de passer de un mail parmi 450 000 à un mail parmi 350. Donc c'est déjà un énorme gain. Et ça permet de commencer une discussion, une négociation, commencer à connaître les gens. William parlait de 6 mois pour closer un deal. Ça, c'est 6 mois pour closer un deal avec des gens qu'on connaissait déjà un peu, avec qui on a déjà un peu pitché. Mais quand c'est des gens qui vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qui doivent d'abord savoir qui vous êtes, oulala, mais pourquoi je leur parlerai à ces gens-là qu'ils ont déjà sorti des jeux? Non, même pas. Surtout en ce moment où la Terre entière, qui a déjà sorti 254 jeux, est au chômage et cherche du boulot et est en train de faire des jeux dans son garage parce que je viens de faire partie d'une layoff de 4000 personnes chez Microsoft alors que j'ai 20 ans d'expérience. C'est vraiment difficile d'arriver à exister. Donc, rencontrer les gens, montrer une bonne bouille, avoir l'air sympa, dire des trucs rigolos, avoir un pitch efficace, montrer 2-3 screenshots. Allez pas sortir votre gros PC au café pour montrer des trucs aux gens, parce qu'ils sont pressés. Et puis vraiment, au maximum, vous sortez un iPad ou un téléphone et vous faites « Ouais, on fait ça ». Bam, il faut que ça suffise à dire « Tiens, ça a l'air rigolo ». Et puis ils ont l'air sympas. Donc vraiment, pour moi, la Gamescom, c'est plus l'occasion de faire lever une oreille à des gens qui habituellement n'ont pas le temps, sont dépassés par la quantité d'informations qu'ils reçoivent.
Donc, les moments du café à la Gamescom sont des moments intéressants, mais c'est des moments très très courts. C'est vraiment le temps d'un café. Et il faut que vous n'allez pas emmerder quelqu'un que vous connaissez pas, que personne vous présente pendant qu'il prend son café. Il faut avoir un minimum d'introduction quand même. Quelqu'un qui vous dit, ah ben tiens, attends, il y a machin qui passe, t'en bouge pas, je te le présente. C'est intéressant comme moment. Il y a mieux, c'est les soirées. Et effectivement, il y a deux types de soirées. Il y a les soirées où il y a alcool gratuit, beaucoup de musique, et où il faut être invité. Ces soirées-là, elles n'ont aucun intérêt parce que personne parle à personne, il y a trop de musique. Ça sert juste à boire de l'alcool gratuit. Franchement, vous pouvez vous en passer. Il y a d'autres endroits. Et puis, il y a des soirées plus informelles, plus tiens, il y a des gens du machin, du groupe bidule qui sont en train d'aller boire un pot là-bas. Et c'est des plus petits groupes. C'est des groupes de 5, 10, 15, 20 personnes parfois, parce qu'il y a quand même des grandes tablées dans les Bierstube, là. Et donc, ces soirées-là, c'est les mieux. Parce que les gens ont plus de temps, parce qu'ils sont là essentiellement pour boire de la bière, pour discuter avec des copains. Et si vous vous trouvez à côté, en face de quelqu'un avec qui vous entendez bien et qui peut voir votre jeu et qui peut discuter avec vous, là, pour le coup, ça crée vraiment des relations qui peuvent avoir des suites vachement plus intéressantes que des rendez-vous de 15-20 minutes enchaînés façon viol collectif. Franchement, c'est très désagréable ces rendez-vous où toutes les 15-20 minutes, ça tourne, ça tourne. Personne n'a envie d'y être, ni les scouts, ni les studios, ni personne. Tout le monde est en retard, on passe notre temps à attendre. Enfin, vraiment, c'est des conditions déplorables pour arriver à se rencontrer. Et c'est donc tout le reste qui est vachement plus intéressant. Et donc, du coup, c'est plutôt sur tout le reste qu'il faut que vous soyez souriant, disponible, pas timide, que vous utilisiez tous les gens que vous connaissez pour essayer de parler à d'autres gens, en découvrir d'autres, et avoir l'air le plus détaché possible, pas avoir l'air de crever de faim, et que si vous signez pas d'ici la semaine prochaine, vous êtes mort, parce que ça, personne n'a envie de signer des gens qui sont à deux doigts de mourir. Donc, faut avoir l'air le plus détendu et à la cool possible et se dire, ouais, je fais des trucs super cool, ouais, ah, bah, si tu veux, je te montre, pourquoi pas, tiens, ça, il y a ça, paf, paf. Et ça, éventuellement, c'est un conversation starter, hein. Vous pouvez pas espérer beaucoup plus, à mon sens, de la Gamescom que d'essayer d'éveiller un minimum d'intérêt, faire lever une oreille à des gens et espérer avoir des rendez-vous plus tard pour espérer commencer à présenter le jeu, à discuter de ceci, de cela. Et c'est donc plutôt hors Gamescom. De plus en plus, les gens qui signent des projets, qui ont des sous, sont même pas sur Meet to Match. Ils écrivent directement à des gens, ils donnent des rendez-vous dans des hôtels à côté, le Dorint, le machin, le truc, tous les Sony, les Nintendo, les machins. C'est ce qui se passe à la Gamescom. C'est vraiment plus, ils présentent des trucs à des journalistes ou à quelques studios, mais les vrais rendez-vous business se passent en dehors. Ça, ceux-là, bah, c'est effectivement souvent, il faut que ce soit eux qui les aient donnés en dehors, etc. On n'y a pas accès si on n'est pas, si on connaît pas déjà les gens bien. Donc, vous donnez pas des objectifs déraisonnables à part connaître les gens de l'industrie, possiblement de tous les pays, avoir montré une jolie tête souriante et avenante, et avoir vaguement pitché vite fait votre machin pour que les gens se renseignent en dehors de la Gamescom. Voilà. Ça fait ça fait une bonne présentation et qui est super intéressante parce que c'est deux points de vue, c'est deux approches qui se complètent. Et donc, je précise que les deux profils qui sont présents là pour parler avec nous sont des profils qui ont pas mal de Gamescom et de salons au sens large derrière eux. Je vais me permettre de rajouter quelques éléments de lecture. Nous, on a des gens qui ont signé à la Gamescom quand même. On a des gens qui ont signé à la Gamescom. Il y a des amis de Saltitude qui avaient signé à la Gamescom. Après, alors, c'est pas vrai, pardon. Ils n'ont pas signé à la Gamescom. Ils ont rencontré à la Gamescom l'acteur avec qui ils ont signé quelques mois après. Ah oui, ben voilà. Quand je dis signé à la Gamescom, cette rencontre a été décisive pour eux dans le cadre de cette. Ça rejoint ce que disait Fabien dans le mode. Vous allez voir des gens que vous n'auriez pas vu autrement, puisqu'ils n'ont pas signé avec un éditeur français, ils ont pu rencontrer la personne à la Gamescom. Ça rejoint ce que disaient nos deux intervenants sur la logique de ça prend du temps. Là, je parle de genre 9 mois, je pense, entre la rencontre à la Gamescom et la signature. Ce qui n'est pas pire en vrai comme timing, 9 mois.
pour des gens qui ne se connaissaient pas au départ. C'est ça. C'est quand même très cool. Mais je ne sais pas si tu en avais parlé la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là aussi au truc de mec, on sait qu'il y a 90% des signatures qui se font via une rencontre en salon ou dans un événement. Les mails, c'est 2%, je crois, etc. Donc en vrai, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est là où vous allez faire vos principales rencontres. Et les jeux que les gens signent, les éditeurs qui signent, c'est vraiment 90%, c'est en event. Donc c'est pour ça que c'est important. Et la Gamescom doit faire une grosse part de ce pourcentage, je pense. Et après, étant le plus gros, c'est pas possible. Et on a un autre studio qui a également signé avec des acteurs qui ont été rencontrés à la Gamescom de mémoire sur de la VR, qui ont mis très longtemps à arriver au marché, mais qui ont mis pareil, une petite année, on va dire, à signer avec des acteurs qui sont rencontrés là. Donc, tout ce travail de... Alors, sachant que je précise, là, on parle pour des studios. Si on parlait pour des gens qui venaient avec des solutions de service, on en a d'autres. Donc, on a eu NCAPS avec qui on peut aussi avoir des échanges sans problème si vous souhaitez discuter avec eux. C'est des acteurs qui sont tous les ans. Et là, c'est assez différent. C'est-à-dire que sur les solutions de service, le brassage qu'il va y avoir est quand même très important. La possibilité d'avoir de remplir un carnet de contacts qui, demain, pourrait utiliser vos services, c'est une autre approche. Et je voudrais pas faire la même chose, la comparaison sèche entre studio et prestataire. Donc voilà, c'est deux approches différentes. Si vous êtes plutôt positionné service, n'hésitez pas à lever la main, on pourra discuter un peu plus en détail, ou sinon, je vous enverrai vers des acteurs qui sont spécialisés là-dessus pour faire un feedback plus pointu. Mais globalement, ouais. Je ne sais pas si je peux te couper pour ça, pour les services. Hyper important pour les services. Si jamais vous vous proposez des services, ne cassez pas les pieds aux scouts et aux publishers directement. Eux, ils ne sont pas là pour ça à la Gamescom. Ils ont des bizdev qui sont quelque part et eux vont les chercher. S'ils ne vous ont pas contacté, c'est compliqué d'aller les embêter parce qu'en fait, ils le prennent mal. Alors, je sais que c'est énervant, mais bon, Gamescout, c'est normal parce que c'est pas son travail d'aller chercher les services. Et à l'époque, moi, 80% de mes propals sur Meet to Match, c'était on fait de la trad. Oui, mais je suis pas la personne qui s'occupe de ça. Du coup, ne faites pas ça. Allez vraiment chercher les gens dont c'est le travail dans le publishing. Et en vrai, ils sont très peu souvent là à la Gamescom parce que ils vont souvent dans d'autres salons pour les services. China Joy et tout ça, c'est vraiment là où ils vont chercher plutôt les services importants. Si vous avez des services intéressants, encore une fois, le mieux, c'est de faire du copinage, d'avoir des potes qui connaissent des potes et d'être en soirée et de discuter. C'est le meilleur moyen parce que sinon, je pense que vous allez perdre votre temps et surtout, ils vont avoir une mauvaise image de vous, de la personne qui est venue s'imposer, etc. C'est maladroit des deux côtés, je pense. Je pense qu'il devrait y avoir une meilleure communication entre ça. Et surtout que les services, c'est important. Mais c'est vrai qu'on est débordé de prise de services. Et surtout, avec toute la vague NFT et IA qu'on a eu là, la plupart n'étaient pas du tout compétents et intéressants. Et du coup, ça a un peu donné une mauvaise image des gens qui viennent pour proposer un service. Donc, faites ça plus intelligemment. Et clairement, si vous avez un service particulier et que vous avez des questions, on peut start, on est là aussi, on pourra vous orienter, quoi. Mais c'est vrai que c'est particulier le service à la Gamescom. Complètement. Merci pour la précision. Je vais dropper 2-3 trucs un peu basiques qui vont compléter ce qui a été dit là. Vous n'hésitez pas à lever les mains ou à questionner dans le chat pour qu'on puisse rebondir. Et que ce soit Fabien ou William, n'hésitez pas à rebondir sur ce que je dis. Et donc voilà, il y a des petits trucs basiques. Partez sur des trucs standalone. Vous n'êtes pas sûr que le réseau va fonctionner, vous n'êtes pas sûr que vous aurez machin, etc. Voilà, batterie de secours et des trucs en standalone au maximum. Comme l'a très bien dit Fabien, ça ne sert à rien de dégainer sa tour de compète, machin, etc. C'est toujours un peu compliqué. Même le gros laptop, machin. Si c'est possible pour vous. Rien n'empêche d'avoir le build dans le dos et que si quelqu'un est vraiment super chaud, vous puissiez tout de suite lui mettre une manette dans les mains. Mais d'avoir un pitch qui est propre, vos contenus sur un device qui est plus mobile, facilement accessible et qui puisse surtout tourner s'il n'y a pas de connexion Internet fonctionnelle correctement, c'est très important. Parce que ça, c'est quand même très dommage comme opportunité ratée. Voilà. Donc, standalone au maximum, le plus mobile possible si votre jeu s'y prête encore une fois, et en backup éventuellement pouvoir dégainer le bazooka si vous l'avez sur le dos avec votre manette et tout ce qui va avec. Le bazooka, je ne vous le conseille pas trop gros non plus parce que vous allez beaucoup marcher. C'est un très grand salon. Il vous faut des chaussures agréables. Il vous faut de l'eau. Comme on n'a pas le stand cette année, on ne peut pas proposer l'eau et le café. Croyez-moi, ça a aidé beaucoup de gens. Et on avait aussi la partie vestiaire. Ça a aidé beaucoup de gens. Donc là, on est vraiment sur une dynamique où voyager léger
éviter les rendez-vous back-to-back, comme l'a dit Fabien, se caler des 15-30, 15-30, 15-30. En fait, potentiellement, vous allez courir partout. Donc, passer de l'un à l'autre avec un délai extrêmement court, c'est c'est pas du tout confortable, mais au-delà de j'y suis allé pour bosser, machin, on s'en fout du confort. En fait, ça risque d'altérer vos autres rendez-vous. Si vous avez trop paquet de choses, vous risquez de ne pas avoir le cerveau frais, vous risquez d'être épuisé. Et ça risque de se ressentir aussi dans les échanges que vous aurez, dans la qualité que vous mettrez à ça. Donc, il vaut mieux essayer d'avoir des bons ciblages. Et à accepter d'avoir des temps morts. Les temps morts qui servent aussi, comme ça a été exprimé précédemment, à faire ces rencontres inopinées, ces moments de peut-être, ces séquences où on n'avait pas vu la personne, on ne pensait pas croiser cette personne à ce moment-là. Mais c'est parce que tout le monde a un petit temps mort à ce moment-là, que s'asseoir boire un café, machin, etc., que vous pouvez le faire. Si vous êtes tout en back-to-back, vous allez juste être stressé à traverser dans tous les sens. Ça sera très bon pour le cardio, mauvais pour vos chaussures, mais potentiellement pas la meilleure solution pour vous faire votre carnet d'adresse. Même si ça peut paraître contre-intuitif. Je te coupe direct, ça te va si je te coupe comme ça, je crois. Ah bah grave, vas-y. Pour le truc, en fait, ce qui est intéressant avec la Gamescom, et encore plus avec la Gamescom en termes d'event, parce qu'elle est très fatigante, c'est qu'en fait, c'est très très bien de garder du jus pour la fin de la journée, parce que les autres en face n'en auront plus. Vu qu'ils sont payés pour ça, ils vont vraiment le faire. S'ils le font bien, ils vont le faire vraiment de façon pro. Et surtout le premier jour, parce qu'on est tout frais, même si on a pris le train, on fait ça bien, c'est pro. Vers la fin de la journée, on est éclaté. Vraiment, venez, on va avoir une discussion incroyable. On va sans doute même pas trop parler de votre jeu, mais souvent, ce moment de discussion, il va être difficilement oubliable sur la durée de cet event. C'est les moments où vous allez faire les meilleures rencontres, où les gens sont beaucoup plus eux-mêmes, parce qu'on est claqué en fait. Et que comme c'est notre boulot et qu'on doit rester, on le fait, on est pro, mais on est complètement éclaté. Donc c'est vraiment garder du jus pour les derniers rendez-vous et pour les soirées, comme on l'a dit, parce que c'est là où vous allez faire les meilleures rencontres. Et encore une fois, en soirée, nous, on va y aller en mode détente, discuter avec les copains. On n'a aucun problème à aller discuter avec des nouvelles personnes, mais on est éclaté. Si vous avez du jus, trop bien. Faut pas non plus être nous overwhelm d'infos et tout. Faut vraiment soyez vous-même en fait. N'en faites pas trop. Mais ouais, hyper important. C'est déjà moins vrai pour le deuxième jour parce que souvent les soirées s'éternisent. Et pareil, petit conseil rapide parce que je sais pas comment le placer. Si jamais vous avez des rendez-vous le matin du deuxième jour, comptez pas trop dessus. C'est toujours un peu compliqué. Ils sont toujours un peu décalés. C'est normal, les soirées durent longtemps. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si c'est vrai que c'est souvent l'alcool, c'est aussi parce que en soirée, on rencontre des gens. Donc on boit, donc on discute. Et encore une fois, c'est privilégier du temps pour les soirées plutôt que pour vos meetings du matin à partir du deuxième jour, parce que ceux-là, en vrai, ils vont être décalés à 10h, 11h, s'ils peuvent être décalés. Donc voilà. Mais vraiment, garder du jus pour le soir, je suis complètement d'accord. Merci beaucoup. Le troisième jour, pour info, le vendredi. Soit c'est un GD magnifique parce que justement à ce moment-là, vous croisez la personne qui elle aussi dit voilà. Soit en général, c'est une perte sèche parce que tout le monde est claqué, la plupart des gens sont repartis, etc. Si vous restez un peu, parce que vous profitez du week-end ou quoi, ça peut être des opportunités que vous n'auriez pas forcément ciblées avant. Mais c'est peu probable que ça se passe là. Il y en a même qui commencent la veille sur la DevCom pour commencer à faire des rendez-vous ou des choses de cet ordre. Donc, vous allez avoir quand même un max de choses qui vont se passer le mercredi, le jeudi après-midi. Et voilà. Rien n'empêche, encore une fois, de profiter des choses, d'aller faire un tour au B2C. Le but, c'est pas de vous charger trop et d'être complètement paumé. Petit truc bête. Au-delà du fait qu'on mange pas très bien, ça, je suis désolé s'il y a des Allemands dans le coin, c'est vrai. Voilà. Donc, si vous avez une santé là-dessus, faites attention, anticipez un peu. Et du cash, c'est encore vrai. Ça veut pas dire, c'est moins vrai qu'avant, mais c'est toujours vrai. Il y a plus un usage du cash là-bas que chez nous. Et parfois, pour certains services, ou taxi, ou machin, ou truc, ça sera pas inutile. Et c'est généralement un moment où vous en auriez bien besoin que vous n'en aurez pas. Comme je disais tout à l'heure, avec les passes de la Gamescom, vous avez des accès au transport en public. C'est très cool parce que ça vous permet, si vous êtes un peu loin, des fois on a pris un logement un peu loin parce que c'est trop galère en termes de prix, vous pouvez quand même faire le relais en 40-45 minutes en max en tramway, quoi, et c'est pas anodin en termes de facilité. J'avais un truc là-dessus qui me revenait aussi sur le cadre global du spot. La veille, quand vous arrivez la veille, vous pouvez prendre vos passes la veille. C'est une bonne idée si vous êtes arrivé avec un petit peu de temps de marge et tout. Vous serez tranquille le matin, ça va vous éviter une affluence assez conséquente à l'entrée.
Et cette année, honnêtement, comme ça a été évoqué avant, la GDC, c'était pas fou cette année. Il y a un trou dans la raquette en termes de rendez-vous, ce qui veut dire qu'il risque d'y avoir peut-être une influence assez importante, même si on est dans une industrie où c'est pas facile en ce moment, même si c'est pas sûr qu'il y ait tant de financement que ça qui soit libéré. Il y a un trou dans la raquette, les gens ont besoin de se parler et peut-être qu'il y aura plus de monde que l'année dernière. Je n'ai pas la garantie de ça, mais autant anticiper la veille, être tranquillisé, vous aurez accès plus rapidement au scan et à l'entrée du salon. Si vous avez un Et rendez-vous en tôt plus, le matin, je finis juste là-dessus, si vous ouais. avez un rendez-vous tôt le matin, c'est pas une option ce que je viens de vous raconter, parce que sinon vous allez le rater en fait. Et en plus, ouais, cette année, il y a deux problèmes. Le problème régulier de, en fait, tous les ans, ils changent d'organisation et le premier jour, ils disent, ah bah non, c'est le couloir B pour aller à tel truc si vous êtes de la presse ou machin. Tous les ans, ils changent le truc, donc c'est une galère. Et vous ratez tout le temps vos premiers rendez-vous. Donc, trop bien le badge de la veille. Et le deuxième truc, c'est que cette année, c'est une année hyper importante parce que même si ça va pas dans l'industrie et que professionnellement c'est compliqué, ça va très bien pour les joueurs. Et les influenceurs, les joueurs, la presse, alors les joueurs, on s'en fiche parce qu'ils arrivent plus tard. Influenceurs et presse, ils ont accès au côté biz aussi. Et eux, ils vont être beaucoup cette année parce qu'ils veulent savoir ce qu'il y a à côté de GTA. Il y a des gros jeux. Ils veulent savoir côté indé, il y a des gros indés. Donc, du coup, je pense que l'influence cette année, ça va être un petit truc particulier niveau biz. On n'est pas prêt. On va avoir très chaud. Mais clairement, ouais. Et puis, l'organisation du matin, ouais, le ticket avance, c'est primordial parce que, comme on dit, tous les ans, ils changent comment vous rentrez dans le lieu. C'est un enfer. Moi, j'ai testé les deux. C'est pas pareil. Pour vos prises de contact en amont aussi, on est tard, bien sûr, par rapport au mois d'août. De notre côté, en vrai, il y a encore des gens qui n'ont pas bouclé. Il peut y avoir des annulations, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il y a deux choses. Il y a sur le pass classique, vous avez accès à un truc de prise de rendez-vous Gamescom, associé à la Gamescom. Donc, il y a des petits endroits exprès. C'est un accès. C'est pas le plus commun, c'est pas le plus utilisé, c'est pas là où vous allez trouver le plus de monde. Par contre, vous avez toute la liste des attendees là. De l'autre côté, si vous avez pris un Meet to Match, vous avez accès à ceux qui sont sur Meet to Match. Et probablement que c'est déjà booké. Les gros acteurs ont probablement déjà bien rempli leur truc. Vous n'aurez pas forcément accès à leur canal par ce biais. Ce qui est intéressant, enfin, une chose qui peut être intéressante pour vous, si vous avez des cibles spécifiques que vous voulez bien identifier, c'est d'aller chercher la liste attendees via le canal Gamescom classique, pas le Meet to Match, puisque vous avez tout le monde dans le canal Gamescom classique. Cette liste d'attendees, vous pouvez la scrap, comme vous voulez. Ça va être long et chiant. Donc, travaillez vos filtres et essayez d'être un peu focus. Et ça vous permet déjà de voir qui, de quelle structure sera dans le coin. Et là, via d'autres canaux, LinkedIn ou autre, vous pouvez commencer à amorcer une prise de voilà, quelque chose. Ça peut être des amorces. Et si votre projet, à ce moment-là, votre proposition peut matcher avec les choses que cet éditeur ou ce financeur recherche, ça vous permet d'avoir déjà quelque chose voilà, peut-être la personne, elle a gardé une après-midi de rendez-vous disponible. Peut-être qu'il y a des choses annulées et qu'elle a envie de le faire comme ça. Peut-être votre projet plaira plus que des trucs qu'elle se disait, bon, j'ai rempli le planning avec ça, mais voilà. C'est toujours utile, même maintenant. Évidemment, il y a une saturation. Évidemment, c'est un peu sport, mais c'est toujours utile, même maintenant. Vous pouvez passer par les canaux Gamescom App et Meet to Match pour tenter de les shooter, mais au cas où vous n'auriez aucun accès là-dessus, parce que les prises de rendez-vous ne sont pas faites et que vous ne pouvez pas envoyer un petit message, vous pouvez passer par d'autres canaux en identifiant leur profil. Ils sont habitués. Au pire, ils ne répondront pas. Alors, vous pouvez passer. Ce n'est pas une machine à spam qui envoie un truc toutes les demi-heures, parce que là, vous allez vous faire niquer et c'est comme ça. Et puis, c'est bien fait parce que personne ne veut ça. Mais voilà, c'est une façon, c'est de la prospection, c'est du travail en amont. Il y a vraiment du boulot. Et voilà. N'hésitez pas à rebondir parce que j'ai des questions après, mais qui concernent plus l'après. Donc, si vous voulez rajouter quelque chose, Fabien ou William, en termes d'expérience, même des trucs très spécifiques au lieu, n'hésitez pas. Si vous êtes perdu, ne demandez pas aux gens sur place s'ils ne savent pas. Historiquement, c'est un bazar, c'est un vrai labyrinthe quand on ne connaît pas. Je vous conseille franchement de faire la première journée avec quelqu'un qui l'a déjà faite si vous avez la possibilité. Et même, je dirais même que si vous y allez avec peu de rendez-vous, ce serait super d'avoir votre première matinée de libre pour vraiment juste vous balader, faire des allers-retours et comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, c'est plutôt simple, mais c'est compliqué à expliquer. C'est Kingdom Hearts, mais en salon. Et c'est un peu l'enfer sur ça. Et il faut vraiment avoir quelqu'un au début, ça aide vachement. Et puis évidemment, on aura un WhatsApp, tu m'as dit. Eh ben, le WhatsApp, il ne faut pas hésiter à balancer des questions en mode je suis là, je suis perdu, comment je me rends là-bas.
On essaiera de vous aider et au pire, les gens qui sont dispo, on viendra vous rechercher et vous guider. On sera pas mal, je pense, quand même, à essayer d'aider, même s'il n'y a pas le stand. Mais restez pas sans réponse, quoi, parce que vraiment, c'est dommage. En plus, du coup, c'est pas une réponse, vous pouvez pas faire sans, quoi. Vous n'allez pas vous balader et vous retrouver à faire des allers-retours pour rien. Ah, un autre point, il y a un 10.1 et un 10.2. C'est la zone publique, publique. C'est la zone où on met les enfants quand on s'embête. Faut pas y aller. Le 10.1, il y aura tout le gros show indé, dont j'ai perdu le nom, qui est super, mais que c'est un vortex. Ça va vous prendre un temps fou si vous y allez, si vous aimez ça. Donc, du coup, Indie Boost RR. Du coup, gardez-vous du temps pour ça si vous voulez y aller, sinon non. Et le 10.2, et c'est peut-être le contraire parce que des fois ça bouge, c'est l'endroit où on met les enfants et on fait du skate. Ça, c'est à éviter de fou parce que si vous rentrez dedans, vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand monde et en fait, vous ne ressortez plus si c'est à 1 heure d'influence. C'est vraiment un enfer. Donc, le 10.1, 10.2, c'est des vortex. Faites attention à ça. Mais pour ceux qui ne savent pas pourquoi je dis 10.1, on voit il y a des halls avec des numéros et 10.1 et 10.2, c'est si c'est en haut ou en bas en fonction des escaliers et des escalators. Donc voilà, le 10, évitez-le le premier jour. Bon, évitez-le. Franchement, évitez-les, sauf si vous voulez faire de l'indé pendant toute une après-midi. Ou du skate. Ou les deux. Si vous voulez aller en zone grand public de manière générale, faites-le le premier jour, de préférence le premier matin. Le premier après-midi, ça commence à être désagréable. Le jour d'après, c'est très désagréable. Et à partir de vendredi, c'est plus possible. Oh, mais carrément, il y a un point aussi qui est nouveau et j'arrête pas de me faire avoir depuis 2 ans. Si jamais vous avez envie de tester des jeux sur le public, le premier jour, comme c'est business et qu'il n'y a pas trop de monde, c'est cool. Mais maintenant, il faut un badge. En fait, il faut un bracelet et on ne sait jamais où est-ce qu'il faut aller chercher. Du coup, dès que vous arrivez, vous le demandez à l'accueil. Il faut un bracelet pour dire que vous avez plus de 18 ans. Et même si vous avez une tête de quarantenaire, ils veulent ce bracelet. Ça vous évitera de faire la queue 2 heures pour un jeu que vous voulez absolument jouer et au final, on vous dit non. Ça arrive tout le temps parce qu'ils préviennent jamais. Donc, du coup, il faut vraiment ce truc-là. Et c'est soit un bracelet, soit un autocollant que vous collez sur votre badge. Mais c'est hyper important. Parce que moi, je me fais avoir tous les ans et je sais que parmi ceux d'entre vous veulent rentabiliser aussi pour aller s'amuser. Bah voilà, perdez pas trop de temps, quoi. C'est cool ça. Je savais pas le truc du bracelet. Je prends des notes en même temps. Alors, si vous ne levez pas la main, n'hésitez pas à poser vos questions, à lever la main encore une fois. Moi, je vais dérouler sur d'autres questions. J'ai une question sur les follow-up. C'est-à-dire qu'en gros, il y a toute la démarche de OK, on a rencontré des gens, on a pris contact, peut-être avec un pitch, peut-être pas. Un truc plus ou moins concret, plus ou moins avancé. C'est peut-être des contacts qu'on souhaite réactifs. Enfin, soit on veut les garder gentiment parce qu'on sait qu'on va rien en faire tout de suite, mais ça peut être utile et intéressant plus tard. Soit on a vraiment un intérêt tout de suite qui a bien matché et on veut essayer de le réactiver rapidement et de la bonne façon. Je pense que vos retours d'un côté comme de l'autre seront très utiles. Fabien, si tu veux, d'un côté studio, comment tu vois ça, comment tu le vis? Tu veux dire les follow-up? Ouais, tout ce qui est follow-up après voilà, tout ce qui se passe après le salon en fait. Bah, je suis très très nul en prospection commerciale, hein. Vraiment, je suis d'une nullité absolue, mais globalement, moi, je suis à un salon, il y a 2 ou 3 personnes avec qui j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Eux, je leur écris. Je renvoie pas des mails tous azimuts à tout le monde en disant c'est quoi le next step avec des gens dont j'ai eu l'impression qu'ils n'en avaient rien à foutre parce que j'ai l'impression que je perds mon temps et je leur en fais perdre aussi. Si c'est rien passé quand on s'est vu, je fais pas de follow-up. Je dis pas que c'est la bonne façon de faire, hein. Je dis que c'est comme ça que j'ai toujours fait. Selon moi, mieux vaut avoir 2 ou 3 contacts avec qui ça s'est bien passé, dont on s'est assuré par avance que si j'écris, il va se passer quelque chose. Enfin, j'ai eu cette intuition-là que ouais, il attend vraiment que je lui envoie un truc. Quand quelqu'un me dit vraiment non mais envoie-moi un truc, ok, quel cas je le fais volontiers. Et faites un truc très personnalisé. N'envoyez pas à tout le monde la même lettre disant votre publisher leader dans son domaine a su retenir mon attention de par la qualité de son catalogue. Enfin, voilà. Donc un truc qui fait référence à ce que vous êtes dit, quand vous êtes vu, s'il s'est passé quelque chose, il faut que ça se voit dans le mail, il faut que ça se comprenne dans le titre, il faut que tout de suite on arrive à recoller
ce qu'on s'était dit, ce qu'on s'était vu. Ah, c'était la personne qui m'avait présenté ce machin-là. Oui, je vois très bien. Donc moi, je fais pas de pêche à la dynamite. Voilà, j'y vais plutôt de manière sélective. Pas de trucs écrits avec de l'IA, one size fits all. Enfin, tous ces trucs qu'on a envie de foutre à la poubelle avant même de les avoir ouverts, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment la pire approche. Complètement. Si je peux rajouter deux, trois trucs, je suis complètement d'accord sur tout ce que tu as dit. Le truc qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous avez eu vraiment un bon moment avec eux et qu'ils vont vous demander de vous envoyer des trucs, évidemment, dès que vous rentrez, vous envoyez des trucs. Par contre, on va pas se mentir, 90% des Gamescout, après, vont prendre des vacances. Donc en vrai, ça sert à rien de vous dépêcher. Si vous voyez que vous avez quelque chose à modifier sur votre pitch ou quoi, où c'est vraiment important de modifier ce truc-là, vous avez discuté ensemble et il vous a dit ouais, ça je suis pas ok. Moi, quand je vais le montrer en hobbies ou en haut, il me faudrait ça, ça, ça. Vous pressez pas. Enfin, on n'est pas, c'est pas sous 24 heures quoi. Vous rentrez, vous posez, dites-vous qu'en face ils font pareil et prenez votre temps pour bien le faire et faire votre beau mail après, personnalisé pour eux en fonction de ce qu'ils vous ont demandé. Et, on n'est pas sous 24 heures quoi. Vraiment, vous avez le droit de prendre votre semaine. Je pars du principe de toute façon que pitcher, c'est pas forcément votre travail à la base. À la base, c'est de faire des jeux. Donc, si ça devient une charge mentale de fou, en fait, c'est juste problématique. Donc, faut pas commencer par ça. Si ça s'est bien passé, vous préparez votre mail, vous le faites bien. Si vous avez 5 minutes et que vous voulez envoyer votre mail, faites-le. Hein. Mais il faut vraiment que vous ayez le temps. Faites ça bien. Et ouais, ça sert à rien de faire des mails auto et surtout de renvoyer un mail à tout le monde. On s'en fout. On s'est vu, c'est cool. C'est OK. N'oubliez pas aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les Gamescom, c'est un peu les derniers qui jouent à l'humain, qui bossent à l'humain sur place, même si c'est des gens qui doivent faire du business ensuite. Donc, soyez sincères avec ça. Même sur les côtés un peu négatifs potentiels que vous avez eu pendant le meeting, s'il y a eu des choses qui ont pas fité ou quoi, mais que vous avez bien entendu, et que vous pensez que vous pouvez relancer ça, bah, c'est une bonne occasion de faire un mail en expliquant ça. Mais faites pas des longs mails non plus. Maximum 2 phrases, parce qu'encore une fois, ils vont recevoir énormément. Envoyez toujours le pitch, envoyez toujours les infos, le proto s'il y en a un, envoyez toujours le doc. Mais oui, faut pas envoyer. Si vous revenez avec à la Gamescom et vous dites j'ai envoyé 100 mails, c'est que vous avez fait une mauvaise Gamescom. C'est que vraiment vous n'avez pas fait de tri. C'est 3-4 mails max, vraiment. Le reste, c'est juste, on s'est ajouté sur LinkedIn et de toute façon, si on a un truc à se dire, on se le dira. Ça, c'est pas mal. Pour les ajouts sur LinkedIn, d'ailleurs, c'est marrant. Vous avez un QR code LinkedIn, là, vous pouvez le save quelque part et l'avoir. Rappelez-vous, il n'y a pas toujours du réseau non plus, donc voilà, mais vous pouvez avoir le QR code save quelque part et ça vous permet de badger vite, on va dire. Et de l'autre côté, j'ai pas la bonne réponse, hein, mais de l'autre côté, la bonne vieille carte de visite ou l'asset ou le truc que vous filez à la personne, c'est aussi un truc qu'ils vont ramener avec eux et quand ils vont dépiler, physiquement, ils auront quelque chose qui leur rappellera que vous existez. À vous de voir où est la limite entre les deux. Peut-être pas un truc trop personnalisé qui vous coûte 300 balles par morceau. Peut-être, mais il y a c'est quelque chose qui fonctionne aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on va empiler les trucs LinkedIn. On va en faire 10, 20, 50. Et ceux-là, pas sûr qu'on les revoit tous. Moi, il y a des LinkedIn, je sais plus qui c'est. Ils sont en first, ça fait longtemps et OK, on se reverra, on verra qui on était à ce moment-là. De l'autre côté, c'est vrai que quand vous avez un truc physiquement qui vous rappelle à la personne, ça peut être intéressant. Donc, le format carte de visite de base, en vrai, il a encore de l'avenir devant lui. Et voilà. Il y a une petite question auquel je réponds tout de suite de Cyril. Oui, en gros, le B2C, donc la partie grand public, ouvre avant le week-end, mais la partie business, elle n'est pas ouverte au grand public de toute façon. Donc voilà, ça c'est important. Il y aura plus de monde qui sera sur le salon, il y aura du bruit. Voilà, si tu veux aller visiter la partie grand public et que tu attends le samedi, tu auras envie de décéder, sauf si tu aimes les dents de foule, et ça c'est un choix personnel. Mais sur ce qui relève de la partie business, déjà le samedi, il n'y aura plus rien, mais si le moment où les deux se mélangent, le grand public n'a pas accès à cette partie business. Ils n'ont pas les bons badges, ils ne peuvent pas passer les trucs. En même temps, ils n'auraient aucun intérêt à y être. Le B2C, le premier jour, le premier matin, est réservé que aux journalistes, normalement. Donc, effectivement, il y a beaucoup moins de monde. Et parfois, il y a certains pros qui y vont, mais les gens sur les stands s'attendent à avoir des journalistes. Donc, en général, ils font du bon service. Ils sont assez aux petits oignons. Plus on avance dans le temps, plus c'est du grand public et plus ils passent en mode allez, il faut que ça tourne, quoi. Et votre pass B2B vous donne l'accès au B2C.
Le tout premier matin, le matin du mercredi. C'est le C'est le mercredi. mercredi. Oui, Ou le c'est mardi. quand c'est pas Mercredi. encore. Alors pas le mardi, c'est sûr. C'est le jeudi, ça ouvre au grand public. Donc du coup, ça doit être le côté Mercredi. journaliste, le mercredi, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le mercredi matin. C'est le premier, vraiment le tout premier matin. En plus, c'est en général, je crois qu'avec le badge pro, je sais plus si c'est avec le badge pro ou si c'est le badge exposant, parce que comme souvent j'ai les deux. Mais en fait, ça ouvre avant, genre 9 heures pour les exposants et ou les pros, et 10 heures pour les journalistes. Donc, si vous y Ouais, êtes c'est vraiment ça. super tôt, vous faites moins la queue, vous pouvez voir des trucs. Les gens, en général, n'ont pas fini de préparer les stands, mais par contre, ils sont déjà en train de tester, ils sont en train de brancher les manettes, les machins, les trucs. Et ils disent, ah ben tiens, viens, on va tester la build ensemble, voir si ça marche, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir, enfin, moi, les meilleurs tests de jeux que j'ai fait sur des salons, c'est la Gamescom le premier matin avant que ça ouvre. Clairement. C'est des bêta-testeurs de fou. Et en plus, vous C'est voyez ça. comment ils construisent et tout. C'est un peu marrant. Des fois, on voit les constructions en temps réel et tout. Les gonflages de ballons et tout. C'est un peu marrant. Marie, si tu veux parler, vas-y, hein. Ouais, bah, salut tout le monde. Justement, on parlait de LinkedIn tout à l'heure et la façon de contacter les gens et tout ça. Moi, je me disais que la Gamescom, c'était l'opportunité pour nous de rencontrer des acteurs de la VR surtout, parce que c'est très compliqué de les choper. Par contre, j'ai vraiment du mal à trouver les bons contacts publishers. Est-ce que vous avez des conseils pour faciliter justement la recherche des bons contacts? Par exemple, est-ce qu'il faudrait chercher sur LinkedIn les gens avec des titres comme Scout ou Publishing Manager ou ce Euh, genre de trucs? Juste là, enfin, je vais laisser répondre les gens, mais le lien que tu as eu au-dessus te permet d'avoir la liste des Ouais, attendees. Et là, normalement, tu as les humains qui sont derrière. ouais. Si tu as identifié VR Kiwi, par exemple, comme étant éditeur de VR, Mhm. tu peux aller voir directement VR Kiwi. OK, il y a Steven Mhm. et Micheline, et tu peux aller les shooter là directement. Mais je Ok. vous laisse Parce répondre. que des fois, il y a des gens qui, comment dire, on les trouve pas sur les attendees et pour autant ils viennent à la Gamescom, certains. Donc du coup, bon, Ceux qui veulent avancer masqués, je ne peux pas forcément te je dire. sais pas. Ouais. Je ne sais pas s'il y a autre chose en termes d'identification du côté William ou Fabien qui pourrait être utile. Bon, c'est ce que j'allais dire. Tu as Exhibitors et tu fais le lien avec LinkedIn. En plus, la VR, c'est un peu particulier parce que vu que c'est un marché bizarre, ben, ça change un peu tous les ans la personne qui s'en occupe. Tu auras toujours plus de. Bon, on en a déjà parlé, mais tu auras toujours plus de chances de parler aux petits acteurs gros. Et les gros, souvent, c'est pas, ils n'ont pas de game scout. Ils sont juste en mode bise. Meta, par exemple, est clairement en mode bise. Donc, du coup, évidemment que Meta, ils vont pas y avoir des développeurs indés, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. C'est même leur problème parce qu'ils disent qu'ils perdent de l'argent et qu'ils n'arrivent pas à trouver de jeux. Mais en fait, ils font que des jeux avec des grosses boîtes avec des jeux qui coûtent beaucoup trop cher. Donc, c'est peut-être ça le souci. Mais en vrai, si tu vois un stand méta et des gens qui sont mis devant, faut toquer. Ah, on n'a pas dit un truc. Les fumeurs. Trop bien. Il y a un coin fumeur à la Gamescom. C'est un bonheur. Même si vous fumez pas, c'est le seul moment où le tabagisme passif c'est cool. Parce que si vous y allez, vous allez voir plein de gens en pause. Alors, venez pas les embêter non plus en mode, etc., quoi. Mais posez-vous. Posez-vous à côté. Il y a toujours des moments où, si vous fumez, partagez la clope, ça peut ouvrir une discussion. Et il y a toujours des moments qui se créent là-bas. Pour vous dire, c'est fou. L'anecdote est folle. J'ai discuté avec Peter Molineux parce qu'il m'a demandé si j'avais une clope, quoi. C'est une dinguerie. Et vraiment, ça, c'est intéressant. Mais oui, je pense que LinkedIn, de toute façon, c'est là où tu vas aller trouver les gens et essayer de voir s'ils ont leur petit logo Gamescom. Mais plus tu vas aller dans le biz important, moins ils le disent. Donc, Ok. ouais. Et j'ai juste une petite question en plus. Je me mets une pression assez dingue, je pense comme la majorité des gens, mais à là envoyer un mail template à tous les publishers, enfin les contacts que je pourrais rencontrer à la Gamescom. Et dans mon mail, je mets que éventuellement, je peux leur envoyer le pitch et le build si ça les intéresse. Parce que, mais du coup, est-ce que vous conseillez d'envoyer le pitch avant la Gamescom? Même le dedans, ça te coûte rien, je pense. C'était pour m'éviter un peu de pression parce que le pitch n'est pas complètement prêt et du coup. Mais voilà. Ouais, mais en fait, on vous connaît, ils sont jamais vraiment prêts. N'hésitez pas à venir travailler avec moi. Non, mais vraiment, c'est le truc, c'est. J'ai jamais été côté publisher, hein, mais recevoir une demande d'invitation de rencontre ou de whatever sans avoir quelque chose à se mettre sous la dent de genre un pitch, c'est se donner à peu près aucune chance que personne ne réponde. Ok, ça marche. C'est, tu pars du principe que les gens reçoivent trop de propositions
et qui sont obligés d'avoir un gros tamis pour décider qui ils vont voir, qui ils vont pas voir. La réponse, c'est s'ils ont vu un truc cool, ils vont répondre. S'ils n'ont rien vu de cool, ils vont pas répondre. Et s'ils n'ont rien vu du tout, il n'y a aucune chance qu'ils répondent. Parce que, est-ce que ça vous intéresse que je vous envoie quelque chose? Je sais pas si c'est cool, oui. Si c'est pas cool, non. Et comment je sais si c'est cool si tu m'envoies juste un mail? J'en sais Non, rien. après j'ai un petit pitch de quelques phrases, quoi, de 3 phrases, quoi, pour Il présenter faut le avoir un projet truc. et les USP, quoi. Mais ouais, Faut avoir un machin graphique et boum dans ta face, quoi. je vois, je vois. L'attention span de quelqu'un qui est en train de vider sa mailbox étant de 2 secondes. Si en 2 secondes, t'as pas vu un truc cool, tu jettes. Yep. Merci. Après. Si je peux dire un truc à tous ceux qui ont un peu de stress pour la Gamescom et en général quand vous créez, bon, c'est un peu optimiste ce que je dis, mais il faut le prendre avec des pincettes, mais quand même, n'oubliez jamais que vous avez quand même le pouvoir au final. Enfin, vous créez et vous sortez votre jeu. Si demain votre boulot c'est de. Alors bien sûr qu'on veut en vivre, mais ça c'est le bonus génial de vie, on vit de notre art, c'est génial. Ça n'empêche que vous faites de l'art et vous le sortez et vous existez via ça. Un publisher, lui, si vous n'existez pas, il fait rien du tout. Il ne faut pas renverser le pouvoir sur ça. Quand vous allez à la Gamescom, vous êtes la personne qui a le projet, qui va peut-être permettre à ce publisher de rayonner. N'ayez pas peur, ne vous sentez pas diminué par rapport à eux. Globalement, vous avez ce pouvoir-là. Vous êtes la personne qui crée. C'est un truc qu'il faut aussi garder tout du long. Alors, je suis une discrétion, mais c'est vraiment le garder tout du long de votre prod. Encore une fois, si vous n'êtes pas là, le publisher n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est une des crises qu'il y a actuellement. C'est qu'ils ont tellement peu choisi ou bien choisi que maintenant, ils morflent tous. Il ne faut pas trop stresser votre projet. S'il n'est pas parfait, il n'est pas parfait et vous ne trouverez pas les bonnes personnes et c'est OK. Et vous êtes loupé et vous n'avez peut-être pas fait la meilleure Gamescom, mais vous aurez appris. Il ne faut pas voir les publishers. Il faut désacraliser ce truc-là, en fait. Vraiment. C'est juste des financiers, entre guillemets. Et si vous avez de la chance, vous tombez sur des gens qui ont une bonne prod et un bon suivi et qui aiment votre jeu. Ils sont de moins en moins. Donc, dans tous les cas, il va falloir parler pognon et c'est chiant. Donc, eux, le pouvoir, c'est le pognon. Ils arriveront à vous parler niveau thune, niveau marketing potentiellement, etc. Votre pouvoir, c'est la création, etc. Donc, il y a une guerre de pouvoir. Vous ne vous diminuez pas et désacralisez un peu le rôle du publisher, quand même. Après, il y a une autre façon de ne pas stresser aussi, et c'était un peu le sens de ce que je disais au début, et je pense que, hélas, c'est vrai. Dites-vous que ça ne servira pas à grand-chose, cette Gamescom, et que ça ne va rien changer. Ça, vous allez être après à peu près comme vous étiez avant. Éventuellement, vous aurez rencontré une ou deux personnes cool avec qui vous vous êtes dit, tiens, ça serait bien qu'on se revoie avec cette personne-là. Franchement, ça, c'est l'outcome le plus probable d'une Gamescom qui se passe bien. C'est 2 ou 3 personnes que vous connaissiez pas avant, que vous connaissez après, et donc vous vous êtes dit, tiens, ça serait peut-être bien qu'on se revoie. Que ce soit d'autres studios, que ce soit des publishers, que ce soit des gens qui font le même métier que vous et avec qui il s'est passé un truc chouette. Ça, c'est le... Si déjà il se passe ça, c'est pas loupé. Le fait de se dire, j'ai commencé à discuter concrètement d'un projet et je vais envoyer un pitch et on va commencer à parler argent dans les 2 semaines, ça, enfin, là encore, hein, ça arrive, mais c'est tellement pas fréquent que si vous vous donnez ça comme objectif, vous allez vous stresser énormément et 2, vous allez être extrêmement déçu. Donc, allez-y plutôt à la cool, en vous disant c'est une occasion de rencontrer des gens qui font le même métier que moi, avec qui on pourrait imaginer de faire des collaborations d'un type à définir. Et peut-être qu'en plus, ça pourra nous aider à trouver des sous un jour, dans longtemps. Ça, voilà ce qu'il est à peu près raisonnable d'attendre. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui de temps en temps se prennent les pieds et tombent sur un tas d'or et rentrent avec un tas d'or à la maison. Ça existe, mais attendre ça d'une Gamescom, c'est pas raisonnable. Surtout qu'en plus, niveau relation, ça arrive plein de fois. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me rendre compte au final, c'est que tu fais des rencontres à une année qui vont pas t'aider pour l'année à venir, C'est ça. mais dont tu te rappelleras 2, 3, 4 ans après. Et en fait, c'était la bonne personne, le bon fit au bon moment, quoi. C'est vraiment les C'est ça. rencontres avant tout. C'est ça. Et parfois, tu rencontres un autre studio avec qui tu t'entends hyper bien, et puis 6 mois après, il signe avec un publisher, et tu as des nouvelles de ce studio-là qui te dit putain, je suis trop content, j'ai signé avec tel publisher, ils sont trop cool. Ah bon, merde, tu pourrais me les présenter? Bah ouais, bien sûr, évidemment, je te fais une introduction, et puis c'est un autre studio qui te permet de rencontrer le publisher qui t'avait pas pris en rendez-vous. Donc, en fait, on sait pas qui va nous aider à y arriver. Ça peut être n'importe qui. Donc
Ce qui est vraiment important, c'est de rencontrer des gens avec qui vous entendez bien. Je crois que c'est vraiment ça, hein. C'est qu'ils aient du pouvoir ou de l'argent ou pas. En fait, tout change. Les gens qui ont du pouvoir un jour n'en ont plus le lendemain. Les gens qui n'avaient pas d'argent en ont le lendemain. Mais les gens avec qui vous entendez bien, il y a toutes les chances que 10 ans après, vous vous entendiez encore bien avec eux. Et ça a beaucoup de valeur. C'est beau. C'est magnifiquement dit déjà. Et Je dois exactement toute ma carrière à cette idée-là, donc merci. Non, mais complètement. vous faites des trucs que vous aimez faire. En général, vous parlez à des gens qui aiment ça. Vous allez voir si ça marche pas aussi. En vrai, en face, il y a de tous les niveaux, il y a de tout. Et il faut pas présumer non plus que quelqu'un n'a pas tout à fait le même langage. Quand vous avez un bizdev d'un plus gros truc en face, il a aussi son wording, il a sa façon de parler, etc. Mais en fait, malgré l'investissement, se préparer à faire au max, à avoir son truc en standalone qui tourne bien, qui montre en qualitatif ce que vous voulez avoir un peu une idée en tête de ce que vous pourriez rechercher aussi, de là où vous en êtes dans l'histoire de votre studio, de ce que vous pourriez rechercher dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an et demi. C'est intéressant pour vous parce que ça vous permet de garder une ligne de tir tout en laissant des possibles ouverts et en partant du postulat que vous n'allez pas signer là, vous ne rentrez pas avec une signature, vous avez moins de pression. Si vous êtes tellement coincé financièrement que vous devez impérativement signer dans 3 mois, que vous n'avez pas encore engagé une discussion avec qui que ce soit, miser là-dessus me paraît suicidaire. C'est énormément de stress, ça va vous gâcher la fête, vous n'allez pas forcément y arriver comme ça. Et surtout si c'est votre première round. Donc c'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est construire quelque chose dans la durée sur le salon le plus gros du monde à date. Auquel en tout cas nous on a accès de façon cohérente et rentrer avec un carnet de copains potentiels et de gens que vous rencontrez plus tard, ou alors aller prendre aussi des news de gens que vous avez rencontrés avant, parce que même si vous n'êtes jamais à la Gamescom, dans les profs que vous avez avant, dans les deals que vous avez pu faire, il y a peut-être des gars à vous qui sont en Suède, des meufs que vous connaissez qui sont aux US maintenant et qui en fait vont être là. Ça, c'est une belle occasion aussi de rematcher parce qu'il y a tout le monde. Donc, cette personne-là, elle sera souvent accompagnée d'une troupe de gens qu'elle connaît, etc., etc. On rentre dans la boucle de tout ça. Vous aussi, vous connaissez des gens. Cette personne-là, elle sera peut-être aussi très contente de les rencontrer. Donc, c'est un hub. C'est le plus gros hub mondial à date dans notre segment sur lequel vous pourrez faire ce type de rencontre. Il faut, entre guillemets, pas en attendre plus que ça. C'est ça. Je pense que le seul truc qu'il faut préparer, entre guillemets, c'est le fait de savoir donner une image précise et concise de qui vous êtes et ce que vous cherchez, qui puisse se sortir très vite et très facilement, parce qu'au bout d'un moment, vous allez la sortir 2000 fois. Si expliquer qui vous êtes et ce que vous faites, ça vous prend 5 minutes, c'est beaucoup trop. Il faut qu'en 30 secondes, vous ayez dit l'essentiel et que les gens se disent « Ah oui, tiens, ça je cherche », ou bien au contraire, pas du tout. Donc c'est plutôt ça qui est important. Et après tout le reste, c'est essentiel, comme tu dis, d'avoir une démo prête, qui marche offline, qu'on puisse dégainer vite, etc., sachant que c'est juste au cas où on en a besoin. Parce que si jamais la discussion va sur un terrain de « Ah putain, on cherche ça, mais si j'ai exactement ça, et que vous n'avez pas votre machin prêt à dégainer, là, vous allez vous en vouloir. » Par contre, c'est pas parce que vous avez présenté votre démo que forcément vous allez ne serait-ce que la montrer une fois. C'est même pas sûr. C'est même pas obligé. Et certainement pas vous obliger à la montrer à chaque fois. Parce que ça, c'est juste chiant. Si vous dites en 2 secondes, je sais pas moi je fabrique des jeux d'arcade hyper péchus, et que la personne en face, elle cherche des jeux de stratégie allemands à équilibrage, game balance super précise, ça sert à rien que vous lui foutiez votre putain de jeu d'arcade sous le nez, parce qu'en 2 secondes, vous dites, moi je fais des jeux d'arcade, s'il ne réagit pas à ça, ça veut dire, je cherche pas des jeux d'arcade. Si vous dites, je fais des jeux de gestion, et qu'il ne réagit pas, je fais des jeux de gestion, allez pas commencer à lui expliquer les règles de votre jeu de gestion hyper compliqué. En fait, ça sert à rien, vous allez juste perdre du temps, et la personne en face va se demander comment se débarrasser de vous. Donc, dites très vite, en très peu de mots, qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous cherchez. Si personne ne lève d'oreille, vous discutez d'autre chose, tranquille. Vous n'obligez pas à sortir votre moulin à parole et à sortir votre démo et à sortir votre truc et à sortir votre PC et la manette pour faire une démo comme ça alors que la personne est en train de prendre un café. Ça sert à rien. Mais par contre, effectivement, avoir tout prêt, c'est juste pour pas louper une opportunité, parce que la fois où ça peut être utile, là, faut pas louper.
Ah, de toute façon, c'est la base, hein, et ça revient à ce qui a été dit tout à l'heure aussi. Il vaut mieux avoir 2-3 bonnes rencontres que voilà, vous en ferez peut-être 60. Je vous déconseille d'en faire 60 rendez-vous d'affilée. Vous allez crever. Ne, J'appelle pas les soirées où là. Pardon, ne, Fabien. ne comptez pas sur le fait que les gens entendent le son de vos démos, de vos trucs, la musique, etc. Ça sert à rien. Ouais. Personne n'entend rien. N'espérez pas que les gens jouent pendant le salon. C'est pas là qu'on joue. Donc, éventuellement, une petite démo sur le téléphone, genre, ouais, ça ressemble à ça. Et vous êtes, et la vidéo, elle commence déjà à l'endroit où c'est rigolo et elle dure 6 secondes. Hein, parce que après, c'est mort, ils vont pas regarder. Il y a toute une longue introduction avec du lore, avec du machin, avec du texte avant qu'on arrive au machin où ça montre ce que c'est. Pareil, ça sert à rien. Donc, vos vidéos, évidemment, trimez-les pour que vous ayez le truc. Vous dites, ouais, ça ressemble à ça, bim. Et hop, c'est fini. Voilà, des trucs où très vite vous savez s'il y a un intérêt ou pas, et il ne faut pas que ce soit long et chiant d'arriver au moment où la personne en face sache si elle a un intérêt ou pas pour ce que vous faites. Minimum par jour, en Game Scout, on fait une vingtaine de jeux, enfin une vingtaine de rendez-vous, c'est souvent 15 jeux sur 20 rendez-vous. Des fois, il y a des gens qui viennent avec 15 jeux d'un coup, enfin 4 jeux d'un coup. Enfin, on va trop de jeux pour jouer, c'est pas possible, c'est pas intéressant. On peut pas jouer à 10 jeux différents en une journée, c'est pas. Et ouais, tout ce qui est lore, tout ce qui est univers, tout, il faut que ça prenne une phrase. On va pas s'en souvenir et on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Et je sais que individuellement, ça peut être mal pris en mode ils s'en foutent de mon jeu, ils sont pas intéressés, ils sont pas passionnés. C'est tout le contraire. C'est au contraire parce qu'on est très intéressé qu'on n'a pas le temps de voir 20 univers d'un coup en une journée sur 3 jours. Sur 3 jours, ça en fait 60 au secours. Et ça m'est arrivé. Hein. Et du coup, on rentre chez nous et on ne se rappelle pas de la moitié. Donc, je suis complètement d'accord. L'autre point aussi que je voulais dire pour la Gamescom, c'est qu'il faut en profiter aussi tout simplement pour prendre la température. Prenez du temps pour regarder ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, quoi. Parce que c'est là où tout se décante. C'est là où, en vrai, on va faire le bilan de l'année. Hein. On va faire, bon, ok, qu'est-ce qui nous attend? Comment ça se passe? Tous les ans, depuis la crise Covid, on nous dit, est-ce que ça va être la Gamescom de la relance, par exemple? On ne dit pas, est-ce que ça va être la, bon, on l'a un peu dit, mais pour d'autres raisons, est-ce que ça va être la GDC de la relance? Ou est-ce que ça va être le Tokyo Game Show de la relance? Non. Par contre, est-ce que la Gamescom, c'est la Gamescom de la relance? Et c'est là où tout se joue, où tout se dit, en fait. Donc, les cafés, ils sont aussi intéressants pour ça. Tout bêtement aussi, pour ceux qui prennent le train, allez au wagon-bar. Au wagon-bar, vous allez discuter avec beaucoup plus de personnes potentiellement intéressantes en France que quand. Surtout, voilà, aussi, prenez pas des rendez-vous avec des Français à la Gamescom. On a plein de rendez-vous en France. Allez vous amuser à avoir des internationaux. Moi, le nombre de gens, quand j'étais Gamescout, qui me disaient on se capte à la Gamescom, bah non. Non, on va se voir à la Paris Games Week, en fait, ou on va se voir autre part, ou on va même se voir dans ta ville quand je serai en event. Mais par contre, le train, trop bien. Allez au wagon-bar. Là, vous allez faire plein de rencontres totalement différentes. Et quand vous allez vous retrouver à parler au BizDev Zankama avec une artiste de chez Shiro, et en fait, là, les discussions elles sont intéressantes parce que vous parlez de l'industrie. Et c'est quelque chose qui manque beaucoup chez les indés, je trouve, et c'est normal parce que vous êtes un peu dans votre grotte. C'est que vous n'avez pas forcément une belle vision de l'industrie. Vous n'avez que la vision, la belle, pertinente. Parce que belle, ce serait faussé. Pertinente de l'industrie, vous n'avez qu'une vision de ce que le journalisme et de ce que les gens disent dans vos cercles. Ayez une vision un peu globale, ça vous servira de fou. Et pareil, vous avez un projet en cours, vous ne comprenez pas pourquoi il ne marche pas. Il suffit d'une discussion au wagon-bar pour comprendre que vous n'êtes pas dans le bon marché et complètement changer d'idée. Et ça peut vous sauver une prod, quoi. Donc vraiment, n'oubliez pas ça. J'ai tout mélangé, mais j'avais peur d'oublier pour le wagon-bar. C'est très bien. Le coup du wagon-bar, c'est très bien et c'est très vrai. J'ajoute un truc quand même d'un point de vigilance. Les trains. On peut se sentir très en détente à parler avec son pote. Tous les mecs autour, et le pourcentage de chances que ces gens-là soient de l'industrie, connaissent le mec dont vous parlez si vous êtes en train de cracher dessus, est quand même élevé. Voilà, politesse, tranquille. Juste pour vous, c'est l'occasion d'engager des discussions avec des gens, c'est cool. C'est l'occasion que les gens vous entendent. Et ça peut parfois être un peu oublié. Le wagon-bar du train allemand est moins cool que le nôtre. Le train allemand est moins cool que le nôtre. Globalement, de façon générale, le train allemand est plus en retard que le nôtre. Blague à part, vraiment, attendez-vous à ce qu'il y ait potentiellement des merdes avec votre train. Si vous trouvez que la SNCF c'est foireux, vous n'allez pas être déçu. C'est surtout au retour. Pensez pas à votre retour. Le risque que vous soyez coincé à Paris retour est important. Vrai. Enfin, j'ai pas mieux à dire. Je sais pas comment ils se démerdent. Les trains allemands, c'est pas ouf. Mais du coup, ça fait plus de temps au wagon-bar, donc ça peut être quand même intéressant. Ok, on a fait un bon tour, c'est cool. Je ne sais pas encore si vous avez des questions, vous n'en avez pas beaucoup, donc tac. Pour booker Meet to Match,
Savez-vous s'il y a des endroits précis avec des tables lorsqu'on organise un rendez-vous? La réponse est oui, mais attends-toi à ce qu'ils soient saturés. Il y a 22 points de rencontre. J'aimerais savoir s'il y a suffisamment de places assises, si on peut s'installer n'importe où ou pas du tout. À défaut, j'ai mis les zones France. Il y aura 0 spot dans la zone France. Ça sera sursaturé. Tous les spots de cet ordre sont probablement saturés, sauf il y a une borne mid to match où tu peux encore potentiellement trouver si tu as vraiment les numéros. Il y a une borne Gamescom, pas mid to match, le côté Gamescom app où tu peux aussi avoir de la place, qui a un petit peu moins de monde. Et après, sinon, le truc, c'est prendre les rendez-vous chez tes clients potentiels parce que eux, ils ont peut-être de la place. J'ai un mot à dire sur les stands tiers après, mais je voyais William opiner du chef. Si tu veux rebondir, vas-y. Ouais, c'est juste que normalement, Meet to Match, il bloque les endroits où vous avez votre rendez-vous. Donc, ce qui est mieux, c'est aussi de prendre des rendez-vous dans la nationalité de ton client. Parce qu'il peut être proposé, par exemple, tu vas rencontrer un Polonais en Suisse, en fait, il va bloquer un slot suisse. Et ce qui va se passer, même si Meet to Match le propose, c'est que si les Suisses, ils ont besoin d'un slot, ils vont te le prendre. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des slots bloqués. C'est à cause du côté pays, là-haut. Essaye de prendre un slot qui soit chez ton client, en tout cas dans sa localisation, dans son pays, parce que du coup, il y a beaucoup plus de chances qu'on te le garde. Mais oui, c'est un enfer, ça, c'est un enfer. Le premier jour, ça va bien se passer, le deuxième jour, c'est un enfer, le troisième jour, vous oubliez, vous allez trouver des escaliers et vous allez discuter. J'ai fait mes plus belles rencontres dans les escaliers de la Gamescom au passage. Mais voilà. Mais prenez toujours soit chez vous, donc en France, soit côté client par rapport à son pays. Laissez pas Meet to Match faire tout seul, il fait n'importe quoi. Quand vous avez du temps entre deux rendez-vous, allez sur la zone France et faites le tour. Vous tournez. Vous allez tomber sur des gens et vous allez discuter. Et ça va être bien. Parce que ça, c'est la partie facile. C'est on parle français, on est en Allemagne, on est content de trouver des Français. Et puis ça permet de parler aux gens de l'industrie. Et il y a plein de gens bien qui se retrouvent là-bas par hasard. Donc si Meet to Match marche pas bien, aller foutre le pied dans la porte directement de chez Nintendo ou de chez Sony, ça marche pas forcément bien non plus. Donc parfois juste aller rôder dans la zone France, c'est pas mal. On dit là-dessus de fou pour l'agenda. Mettez pas des rendez-vous de suite. Mettez-vous toujours 30 minutes ou 1 heure entre les deux. Comme ça, vous avez le temps de vous balader et de rencontrer des gens. Et ça se trouve, si vous rencontrez quelqu'un et qu'il a du temps, vous avez le temps de discuter avec lui. Parce que le nombre de fois, on dit « Ah, bonjour, on se capte plus tard et on se capte plus jamais », c'est dommage, c'est un truc manqué. En tant que dev qui doit pitcher des jeux, je pense pas que vous ayez besoin de bloquer tout votre agenda. Donc, mettez bien des espaces entre vos rendez-vous. Comme ça, vous avez le temps de discuter si jamais vous rencontrez quelqu'un. Mais t'as trop raison. Encore une fois, c'est la base de tout ça. Et pas de back-to-back, ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous empilez tout, vous allez crever de toute façon. Pardon pour l'image. Le stand France, pour information, est un des plus gros au total. C'est-à-dire que de l'extérieur, on a l'impression d'avoir un vague fatras de morceaux pas du tout assemblés les uns avec les autres. Sauf qu'en fait, techniquement, c'est le plus gros. Il est très étendu. Il fait toute une longueur. Donc, vous avez des potes d'un côté et de l'autre de ce stand, juste à l'entrée de l'espace exposant. S'il est au même endroit cette année, normalement, c'est le cas. Vous avez vraiment toute une ramée il y a les stands des régions, il y a les stands de certains acteurs identifiés comme des studios ou des prestataires. Il y a des booths qui sont mélangés par mois. Il y a vraiment tout un pack là. Il n'y a pas que le stand France, il y a aussi des stands autres. Vous pouvez aller voir les Suisses, pour aller discuter avec des Belges, etc. C'est intéressant parfois, si vous avez un peu de temps et que ça vous intéresse, d'aborder certains marchés, de rencontrer un peu certaines personnes, de faire un tour là-dessus. Il y a Business France sur le stand France qui tient un peu la baraque. Quand vous passez par eux, ils peuvent vous faciliter la vie. Quand vous n'êtes pas passé par eux, en vrai, ils n'ont pas d'intérêt à vous bloquer les portes de leur petit déjeuner, de choses qu'ils peuvent faire. Donc, ce qui peut se passer, si ça vous intéresse, c'est que quand vous êtes en train de tourner sur Stand France, en discutant avec Business France ou des Français du coin qui sont passés par eux, qui sont sur les stands, vous pouvez aussi demander s'il y a des délégations qui sont… Il y a des moments, par exemple, où le stand Canada va dire là, à 14h, on fait un petit cocktail ou on fait un café ou un truc comme ça sur le stand. Et Business France va router un peu les gens du stand France dessus, va passer l'info. Si vous avez l'info, vous pouvez vous pointer. Il n'y a pas de check-up en général, vous rentrez sans problème et vous avez des gens là. Alors, si vous êtes parti dans une langue que vous ne connaissez pas du tout, attendez-vous à peut-être avoir du mal à brancher avec les gens. Mais sur la plupart des stands, vous allez quand même avoir un moment là où si vous avez un peu la chat ou si vous êtes venu avec des potes, si vous vous êtes mis avec des gens de Business France qui ont drivé ça, ça peut arriver aussi. Ça peut être hyper intéressant. Vas-y, oui, pardon. Oui, je voulais pas te couper, en fait, ça fait un gros bruit, donc c'est pareil. Mais autre chose, moi je le fais, ça me fait plaisir de le faire, donc n'hésitez pas. Si jamais vous êtes plutôt timide ou plutôt intimidé, que vous n'arrivez pas à rentrer dans les groupes de gens qui discutent et que vous voyez que c'est un groupe, genre un cercle vraiment qui discute, c'est pas une bande de potes, quoi. Ils discutent entre eux. Si vous me voyez dans ce groupe et qu'on se connaît,
n'hésitez pas à venir à côté de moi en mode on se connaît et d'essayer de rentrer dans le groupe. Alors, n'y allez pas en mode nonchalance totale, bonjour tout le monde. Non, vous vous mettez à côté de moi et vous rentrez un peu discrètement dans le groupe. Je sais que ça peut aider. Moi, on me l'a fait plus jeune et ça m'a beaucoup aidé. Donc maintenant, j'essaie un peu de rendre ce truc-là. N'hésitez pas. Et de toute façon, si vous vous comportez mal, je vous le dirai après. Mais faites ça parce que je pense que c'est quand même compliqué la première fois de rentrer dans des groupes de tout le monde, de gens qui se connaissent très bien. Et comme c'est un petit milieu, on connaît très vite tout le monde. Donc n'hésitez pas. Faites ça juste proprement, simplement. Voilà. Cool. Moi, j'ai une dernière question, mais est-ce qu'avant ça, les gens qui veulent réagir, que ce soit du côté des personnes qui sont intervenantes ou des personnes qui sont de l'autre côté du chat, quel calme. Il fait si chaud, les gars. Quel budget total faut prévoir à l'augmentation des prix pour le logement? Ah, gros, si tu ne l'as pas encore pris, tu es à peu près à 400 balles la nuit, je pense. C'est la merde, en vrai. Ça fait x2 en un an. Enfin, no joke. Et Airbnb, faites attention, ils annulent au dernier moment parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont. Donc, non. Airbnb, c'est vraiment risqué. Alors, bon, à cette période de l'année, non, c'est bon, ils sont à jour. Là, ils savent. Mais si vous le prenez très en avance, super, j'ai un bon plan, t'es tranquille, il va t'annuler genre 2 semaines avant. Et puis Cologne, c'est pas une belle ville pour dormir dehors, je vous le dis tout de suite. Problématique. Donc, là, honnêtement, à la date de là, le meilleur plan que j'ai trouvé, moi, il était super à 400 € la nuit, sachant que je me suis pris très tard pour des tas de raisons logistiques initiales. Et il était à 400 € la nuit dans un truc type auberge de jeunesse, même voilà, un lit pour moi, mais c'est vraiment pas du grand standing, quoi. Ça vous donne un ordre d'idée. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'amis. Quand tu peux t'éloigner, quand tu t'éloignes un petit peu, là je suis resté dans Cologne Centre, quand tu t'éloignes, tu peux avoir des trucs chouettes. Là, le transport en commun est intéressant. Il y a des gens qui ont carrément des prises de train à 40, 45 minutes, même parfois 1 heure, et qui vont avoir des logements beaucoup, beaucoup moins chers. Donc ça, c'est cool. Le canal push, il y a un canal Gamescom. Tu peux aussi poser un mot dessus sur notre serveur en disant « Coucou, je suis à la Gamescom. Est-ce que quelqu'un a de la place dans un logement, un Airbnb avec un ou deux lits, 2 places ouvertes ?» Ça te permet de couper beaucoup les frais. Ça peut être intéressant aussi. Il y a toujours des annulations de dernier moment, des choses comme ça. Mais ouais, ça, c'est pour moi le plus gros challenge aujourd'hui d'aller à la Gamescom, c'est le logement. Si vous avez prévu d'y aller l'année prochaine, ce qu'on fait maintenant, on le fait depuis quelques années, c'est le dernier jour de la Gamescom, ils annoncent quelles sont les dates de la prochaine. Direct, booking.com, vous allez vous chercher un appart, vous mettez un truc où il n'y a pas besoin de payer maintenant et vous pouvez réserver et l'annuler au cas où. Vous avez booké votre truc au cas où. Et là, après, vous êtes tranquille, vous avez au moins un truc. Au pire, vous prenez un peu un truc plus trop cher, c'est pas grave. D'ici là, vous avez le temps de discuter et de voir qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre. Mais au moins, vous avez booké. Parce que les dates, elles sont très, très vite annoncées. Et on le sait fin août, là. Donc, du coup, là, c'est très tard. Là, maintenant, c'est fin août, ouais, ça va être fin août. Donc, du coup, il faut estimer qu'en novembre, décembre, ça commence déjà à être la merde pour trouver un appart, quoi. Et ça arrive bien avant les billets de la prochaine. Donc vraiment, faites ça dans la semaine de la Gamescom si vous pouvez vous le permettre. Et il y a encore des plans, comme j'ai dit, Booking, Hotel, tout ça, vous pouvez prendre des trucs avec annulation gratuite et sans prépaiement. Donc n'hésitez pas. Cool. S'il n'y a pas d'autres réactions, ma dernière question pour vous, ce sera au-delà de la Gamescom, dans les salons internationaux que vous pouviez avoir ciblés ou des choses comme ça, est-ce que vous auriez 1 ou 2 recos qui permettraient aux personnes qui sont ici de s'orienter sur d'autres choses pour élargir son scope? Moi, j'aime bien l'appareil GameBiz. Je le fais chaque année. Je trouve que c'est très efficace. C'est bien organisé. C'est bien foutu. Je valide, mais bon, je ne suis pas objectif. Non, complètement. J'aime pas Paris, mais là, je valide. Parce que pour le coup, c'est un format qui est beaucoup plus intime. S'il y a beaucoup moins de gens, il doit y avoir, je sais pas, 1/1000 de ce qu'il y a à la Gamescom. Vraiment, il doit y avoir, je sais pas moi, peut-être une centaine 150 personnes, je sais pas, je me rends pas compte, mais c'est de l'ordre de la centaine par rapport à de l'ordre de plusieurs milliers. Et c'est des rendez-vous de 30 minutes où il y a vraiment 30 minutes. Les gens sont... Là, on peut faire du back-to-back parce que c'est un back-to-back efficace. C'est très qualifié d'avance. Là, pour le coup, là, au moment de la prise de rendez-vous, il faut déjà que le projet soit disponible, que le pitch deck soit disponible, que le pricing quasiment soit disponible, enfin qu'on discute de base très très concrète. Et là, pour le coup, pour la Paris GameBiz, si c'est bien organisé d'avance, ça peut déjà faire je vais pas dire signer pendant, mais en tous les cas, c'est beaucoup plus propice pour avancer vite que la Gamescom où c'est vraiment pas fait pour.
Donc la Paris Games Week, je vous la conseille. Alors après, c'est aussi c'est parce que il y a moins de gens. Pour qu'il y ait moins de gens, c'est un peu plus select. Donc ils sélectionnent les dossiers qui sont pris et les gens qui sont amenés à être acceptés pour aller pitcher. Ça permet aussi de ne pas avoir tous les vendeurs de middleware du monde entier qui viennent polluer avec des rendez-vous qui n'intéressent pas les gens qui y vont. Donc ça vaut le coup d'essayer d'être présélectionné pour pitcher. Le prix est très raisonnable, hein, et puis en plus l'organisation est en général assez bien foutue. Donc moi je vous conseille ça. Là pour le coup, vous pouvez en attendre plus. Je n'ai pas dit, on n'avait toujours pas signé, hein, mais la Gamescom c'est plus pour s'ouvrir à des gens qu'on ne connaît pas. Paris GameBiz, c'est plus pour commencer des discussions autour d'un projet concret et espérer signer dans les 6 mois. Cool. Clairement, c'est génial. Et j'espère qu'il va y avoir de plus en plus d'opportunités comme ça, parce que quand vous y allez, vous savez que vous êtes là pour pitcher. Vous allez vraiment rencontrer les gens. Vous êtes déjà au courant que vous allez rencontrer les gens. C'est pas au petit bonheur de la chance, est-ce qu'il va accepter mon meeting ou quoi. Et ça change tout. Moi, je dirais plutôt ceux qu'il faut éviter, parce que j'en ai vu beaucoup cette année qui voulaient aller à la GDC. La GDC, c'est pas pour vous. La GDC, c'est pour si vous faites du gros bise. C'est vraiment à l'américaine. Les seuls indés qui sont vraiment intéressants à la GDC, c'est les Américains. Et hispanique évidemment, enfin tout ce qui est lié, parce que c'est là où on va rencontrer les plus gros acteurs, mais c'est pour des gros billets. Et en vrai, ne vous prenez pas la tête à essayer d'aller en Amérique, déjà ça devient compliqué, à payer une blinde, c'est bien plus cher que la Gamescom encore. Tout ça pour au final avoir des gens qui de toute façon ne seront pas intéressés par le projet parce que c'est trop petit, mais vous êtes ce moment cool entre deux gros pitchs où ça leur fait du bien d'aller voir un petit. Oui, bon, bah, c'est pas très intéressant. Si vous voulez y aller, c'est parce que vous voulez faire des vacances en Amérique. Alors après, San Francisco, c'est pas la plus belle ville en ce moment, hein. Et si vous voulez voir les contrôleurs alternatifs ou je ne sais quoi là-bas, mais je dirais de moins en moins y aller. C'est pas intéressant pour vous. Parce que j'ai vu beaucoup d'indés qui voulaient y aller cette année, ce qui était fini. Et puis là, on voit, il y a beaucoup de choses qui se créent dans des pays qu'on ne voyait pas venir. Bah, par exemple, on les voyait venir nous de notre côté, mais pas forcément côté indé, genre la Suède, Norvège et tout. Il se passe des choses, mais parce que là-haut, ils ont des écoles qui sont d'une performance incroyable. Quelqu'un qui sort d'école, il me fait un plan prod et un plan budget nickel. Et je suis en mode, ok, super. Par contre, c'est aussi des gens qui sont un peu en manque de compétences artistiques un peu plus folles. C'est très classique. Du coup, ça vaut le coup d'y aller si vous êtes des artistes. Déjà, ça fait des voyages un peu plus cool qu'en Amérique. Et vous allez avoir un peu un choc des arts qui est très intéressant et qui peut vous amener à bosser avec des équipes qui ne manquent que ça d'avoir des artistes originaux dans leur groupe. Donc moi, je pense que tout ce qui est Norvège, Suède, ça vaut le coup d'y aller en vacances et en même temps, vous allez aux events. Voilà. Et si vous avez envie de dépenser des sous pour faire un salon qui est vraiment génial, vous pouvez aller au Beat Summit à Kyoto, qui est vraiment un super salon indé. Qui est très ciblé indé, qui est qui pour le coup ne mélange pas les torchons et les serviettes comme le fait la Gamescom, hein, parce que la Gamescom vous avez tout depuis le jeu de tracteur est-allemand jusqu'au jeu indé Tokyo Heat qui s'est vendu en 12 exemplaires à 2000 €. Tout y est. Au Beat Summit, c'est que indé. Donc c'est plus pertinent. Kyoto est une ville magnifique, ça coûte cher d'y aller, mais au moins, après une fois sur place, le logement est pas si cher et la bouffe est pas si chère. Et le moment est bien meilleur et pour rencontrer des Indés, c'est très bien. Des Indés pas français, il n'y a pas beaucoup de Français, mais par contre, il y a beaucoup d'Indés du monde entier. Ah, j'ai perdu mon onglet. Vous êtes où? Vous êtes là. Bonjour. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu. Pardon. Cool. Plein de choses. C'était formidable. Je crois qu'il n'y a pas plus de questions du côté des amis de l'autre côté. Ça tombe bien, j'ai plus de batterie. Et ben écoute, merci beaucoup d'avoir pu prendre ce temps avec nous. C'est très important pour tout le monde. J'espère qu'en face, ça vous a un peu allégé la pression dessus et que vous voyez un petit peu mieux comment faire. Même si on est un peu short, le chat magnifique. Même si on est un peu short, effectivement, encore, il y a de la place encore. Il y a plein de gens qui font les trucs tout à l'arrache au dernier moment, en fait, parce qu'on dit tout, prépare-toi vachement tôt et tout. Moi, en juin, j'ai des gens qui se tapent des messages, disent non, c'est pas encore l'heure, on prend les rendez-vous qu'à partir d'eux. Donc, n'hésitez pas. Et
Et celles et ceux qui vont y aller dans le canal Gamescom de Push, n'oubliez pas de lever la main parce qu'on va vraiment mettre en place ce canal WhatsApp qui va permettre de grouper des gens qu'on sait déjà qui seront, dont des vieux briscards qui seront ressources et des plus jeunes qui seront contents de retrouver du monde. Ça va de j'ai perdu mon téléphone à enfin non, ça c'est chiant pour faire le groupe WhatsApp. J'ai perdu mon chargeur ou voilà à je dois rentrer toute seule ce soir à l'hôtel, j'aimerais bien avoir de la compagnie pour le trajet parce que j'ai pas envie d'être toute seule. À où est-ce qu'on a une soirée, est-ce qu'on peut boire un café, je fais une pause en ce moment là, chaud de discuter avec des gens, etc. Donc vraiment c'est très très chill, c'est exprès. Et voilà, bah, top pour les là. Si vous êtes inscrit à cette session, on vous le proposera de toute façon, donc c'est parfait. Top, je ne sais pas bien dire. On est en galère de format de prise élec en Allemagne. Dans de mémoire, c'est les mêmes que chez nous. Voilà. Et l'euro, c'est de l'euro aussi. Pensez à prendre du cash. Je déconne pas, c'est très con, mais pensez à prendre du cash. Parfait. C'était un plaisir. Lien d'inscription, non, mais t'inquiète, on te l'enverra tout ça. Si tu t'es inscrit à cette session-là, on te l'enverra. Et sinon, tu pinges sur notre Discord et comme ça, on aura ton lien direct de profil. C'était un plaisir de vous avoir toutes et tous. Passez une excellente fin de journée, soirée. Et on se retrouve probablement à Cologne ici. On ne se voit pas avant. Profitez. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Tout le monde. Bonne soirée.